Salut! Dans cette vidéo, nous allons évoquer les sujets de rendement et plus précisément du rendement des étages en classe A. Pourquoi parler du rendement? Parce que ça a une conséquence en fait sur le choix des points de repos et donc par voie de conséquence sur la distorsion. A tout de suite. Alors, on va parler de rendement. Alors essentiellement quand on parle de rendement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'on va regarder le rapport entre les courants et les tensions injectés sur un ampli, en classe A, j'entends bien, et la puissance que peut nous délivrer le dit ampli. Alors pour ça, j'ai pris l'exemple de l'ampli expérimental que nous avions monté dans les vidéos précédentes, sachant que l'objectif c'est de faire ça après sur l'ampli que j'ai avec des 6V6. Mais quoi qu'il en soit, on va travailler avec cet ampli pour l'heure à triode, et on verra que le passage à la pentode, c'est exactement pareil, les calculs s'appliquent de la même manière. J'ai dessiné ici un réseau idéalisé de triodes, ce que l'on avait vu dans l'épisode précédent. Et cet ampli, ici, est composé de deux étages en classe A qui ont la caractéristique, et c'est pas un hasard si j'avais choisi ça, un premier étage qui est dit résistif, en fait. Pourquoi il est résistif? Parce que sa charge anodique est résistive, et cette partie-là qui, elle, est réactive, puisqu'on est branché sur un transformateur. Alors, le problème du rendement, d'un point de vue des ratios, c'est que l'on va essayer, à un moment donné, on va forcément comparer des consommations continues, des alimentations continues, avec des signaux alternatifs. Alors il est d'usage, quand on qualifie un amplificateur ou quand on le teste, de le tester avec trois types de signaux. Des signaux sinusoïdaux, comme vous voyez derrière moi, des signaux triangulaires qui nous permettent d'apprécier par exemple les saturations, si on peut parler de saturation, ou les écrêtages, dirons-nous, avec des tubes. Et bien sûr aussi avec des signaux carrés, ces trois types de signaux répondant à des tests différents de l'amplificateur. Donc avant toute chose, avant même de parler de rendement, je vais vous faire un rappel rapide sur les propriétés des signaux sinusoïdaux. Alors ici on a un signal sinusoïdal qui est donc de la forme, on va imaginer qu'ici c'est une tension U, donc ça c'est égal par rapport au temps. Donc on connaît par cœur l'équation de ce truc-là. Ça c'est fonction du temps est égale à U sinus oméga t, dans lequel oméga est égal à 2pi de la fréquence. Alors il y a plusieurs propriétés remarquables dans un signal sinusoïdal, qui est un signal périodique et symétrique. J'entends symétrique, c'est-à-dire que les alternances positives, dans les mesures où on n'a pas de distorsion bien sûr, les alternances positives et négatives sont symétriques. La conséquence, c'est sa valeur moyenne. La valeur moyenne d'un signal sinusoïdal, la tension moyenne, est égale à 0. Alors pourquoi est-elle égale à 0? Tout simplement parce que les surfaces de chaque partie de la sinusoïde sont rigoureusement égales. Alors une fonction périodique s'étudie uniquement, puisqu'elle est parfaitement reproductible, sur une période t, qui est ici. Alors sa valeur moyenne est égale à 0, je m'étais engagé sur ce canal à éviter ou à ne pas aborder les sujets techniques sous la forme de calculs différentiels ou intégral, et n'en parlons pas de poser des équations différentielles. Cependant, pour comprendre ce fonctionnement, enfin du moins pour comprendre les valeurs caractéristiques des signaux sinusoïdaux, on ne peut pas échapper à l'intégration. Alors on ne va pas faire des intégrales et résoudre les intégrales, je vais simplement vous expliquer d'où sortent les valeurs moyennes nulles et les valeurs efficaces comme étant la tension crête divisée par racine de 2. Quand on parle de valeur moyenne d'un signal, ça veut dire qu'on vient calculer en fait la surface
ici positive et négative. Alors on l'exprime dans le calcul intégral comme tel, c'est-à-dire qu'on dit que la valeur moyenne est égale évidemment à la surface. Ça, c'est une équation classique qui nous dit en fait ce que l'on fait, c'est que sur la durée de la période, on vient calculer la surface. Comme on a deux demi-périodes rigoureusement identiques, dans ces cas-là, sa valeur moyenne est égale à 0. On ne va pas résoudre l'équation, on ne va pas résoudre l'intégrale. Bon, les plus matheux d'entre vous pourraient bien sûr faire l'exercice, c'est-à-dire d'intégrer à sinus oméga t, et on verrait qu'on a une valeur nulle. Mais ça se voit directement sur le schéma. Alors ça n'est pas parce que la valeur que vous voyez derrière moi, je vous ai reporté l'équation, est nulle, sa valeur moyenne est nulle, qu'un signal sinusoïdal est incapable de délivrer de la puissance à une charge. Un amplificateur délivre de la puissance à une charge sous la forme de signaux périodiques. Bon, quand on le teste, on va le tester par exemple de manière alternative, bien sûr, mais ça envoie des signaux périodiques, donc c'est une somme de signaux sinusoïdaux. Ou du moins, ça peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux. Or, quand on va parler de rendement, et par voie de conséquence, on va devoir à un moment donné arbitrer entre des paramètres, comme on le verra dans la suite des vidéos, qui sont tout à fait incompatibles entre eux, à savoir le point de polarisation, la puissance max, le rendement et la distorsion, sachant que ce qu'on va rechercher, c'est un minimum de distorsion, au mépris du rendement, on va quand même, à un moment donné, être à comparer des courants continus, c'est-à-dire des tensions d'alimentation et des courants continus, avec des signaux alternatifs. Or, on ne peut pas comparer une tension continue avec une tension alternative dont la valeur moyenne est nulle. Il faut bien trouver une valeur qui soit commune aux deux. Alors pour ça, il existe ce que l'on appelle la valeur efficace. Qu'est-ce que c'est que la valeur efficace ? La valeur efficace, en fait, c'est l'équivalent. On va imaginer qu'on a un signal alternatif comme ça, enfin un générateur alternatif, et c'est l'expérience que l'on fait tous les jours en branchant typiquement un radiateur dans le courant. On va imaginer qu'il débite sur une charge, sur une résistance. Voilà. Et ça, si on le branche, ça va donc délivrer de la puissance. Donc ce que l'on va chercher, c'est quelle tension continue est l'équivalent d'une tension alternative dont la valeur moyenne est nulle. Donc il faut bien introduire une nouvelle valeur. Et ça revient à dire quel est l'équivalent de la tension continue, ici, on va dire U continue, on va dire, qui se débiterait sur la même résistance, sur la même charge. Voilà, exactement la même résistance. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle en français la valeur efficace. C'est-à-dire, en ce qui nous concerne, puisqu'on est sur des tensions, la tension efficace. Alors, la tension efficace, on la connaît, puisqu'elle est ressassée en permanence, et d'ailleurs, un ampli, quand on le qualifie en termes de puissance, on le qualifie en puissance efficace. Cette valeur efficace, ça n'est que la tension crête divisée par racine de 2. C'est-à-dire c'est la tension crête divisée par racine de 2. Alors, j'ai eu un nombre incalculable de questions qui m'ont été posées en me disant pourquoi doit-on diviser la tension crête par racine de 2 pour obtenir la valeur efficace. Alors la réponse n'est pas triviale, c'est-à-dire que c'est pas évident de dire si ici on a une tension U, son équivalent ici en continu, c'est U divisé par racine de 2. Alors passer de là à là, c'est pas évident, il y a plusieurs façons de l'expliquer. Déjà, en français, quand on parle de tension efficace, ça rend pas, enfin, la formulation en français ne rend pas l'opération mathématique qui a permis de découvrir cette tension à 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 0,7 0, voilà.
0,7, cette tension-là. En anglais, quand on parle de tension efficace, on parle de root de RMS, déjà. Et on vous dira, un ampli délivre 2 watts RMS, c'est ce que va délivrer cet ampli-là. Ça veut dire qu'il délivre 2 watts, il délivre l'équivalent de 2 watts dans une charge, comme si c'était une charge en courant continu. Enfin, un générateur en courant continu. Ça ne nous renseigne pas directement sur les tensions qui vont sortir de là. On est obligé d'en passer par là. Or, en anglais, le RMS, ça veut dire root mean square. Ce qui veut dire valeur moyenne quadratique. Alors derrière ce terme-là qui est, on va dire, qui peut sembler compliqué, ça correspond tout simplement à élever chaque point ici de la courbe au carré et de faire la racine carrée. C'est-à-dire, ça c'est la valeur moyenne quadratique. Alors elle s'exprime mathématiquement. Je vais vous donner la formule par une autre intégrale qui est 1 sur t, somme de 0 à t sur la période, f de t au carré, racine. Ça, c'est la valeur efficace. Alors la valeur efficace, quand on est sur un signal sinusoïdal et que l'on résout cette intégrale en introduisant a sinus oméga t, on retombe sur u sur racine de 2. Enfin, ou plutôt, dans ce cas-là, il faudrait qu'on marque ici plutôt u sinus oméga t. Voilà, voilà. Si on veut rester cohérent dans les unités. Et si vous résolvez ça et ça, vous allez tomber là-dessus. C'est tout simplement ça. Alors je vais vous montrer ça sur Excel, parce qu'on ne va pas résoudre l'intégrale à la main, on peut faire ça très bien sur Excel. Donc j'ai tracé ici une sinusoïde. Cette sinusoïde, en fait, c'est l'ensemble des valeurs qui sont ici, qui sont donc reportées en XY sur ce graphique. La valeur moyenne, c'est simplement la somme de l'ensemble des valeurs de cette colonne divisée par le nombre de valeurs, ce qui me donne 0, ce qui est tout à fait logique, puisqu'on a une période positive, une période négative, qui sont exactement de la même valeur, donc ces deux surfaces rigoureusement identiques, en conséquence de quoi la valeur est égale à 0. Ici, j'ai multiplié cette valeur au carré. Alors on doit le voir dans les fichiers de données ici, c'est-à-dire que là, j'ai le carré du sinus qui est là, tout simplement. J'ai donc additionné l'ensemble de ces valeurs ici, et je les ai divisées par le nombre de valeurs, ce qui me donne la valeur RMS. Ça revient à faire en fait l'intégrale que je vous avais montré. Ça revient à faire l'intégrale, c'est-à-dire à calculer la surface. Le sinus carré x est ici, j'en ai fait la racine carrée, et j'en ai calculé la valeur moyenne. Le fait que l'on élève au carré le sinus a pour effet de le rendre maintenant strictement positif. En conséquence de quoi, évidemment, on va trouver une valeur RMS, qui est ce qu'on appelle la valeur moyenne quadratique, c'est-à-dire c'est simplement la racine carrée de cette fonction qui est ici, dont on vient chercher la valeur moyenne. C'est aussi simple que ça sur une période. Et on verra d'ailleurs que quand on multiplie le courant efficace et la tension efficace, on a exactement cette courbe-là. Et on verra dans les futures vidéos que c'est pour ça qu'on divise par 2 les valeurs crêtes pour obtenir la puissance moyenne. Pour finir, quand on est sur du redressement, parce que c'était facile de calculer le redressement, on a deux arches de sinusoïdes qui sont ici. Pourquoi est-ce qu'on obtient une valeur plus élevée sur un transformateur, par exemple, qui donne 6 volts 3 RMS? C'est que sa tension crête est de l'ordre de 9 volts et on vient remplir cette partie-là par un condensateur. Si bien que un transformateur qui va nous donner 6 volts 3 RMS nous sortira 9 volts. On peut donc sortir environ 9 volts
continu d'un transformateur à 6 volts 3 RMS. Alors si on change cette valeur-là, par exemple, pour 1 volt RMS, voilà, on voit que les valeurs changent, et bien on monte bien à 1 volt 4. Voilà, et c'est exactement la même chose. Donc j'ai fait ce tableau-là, je vous le mettrai en ligne sur le site web. Alors ce que nous allons faire, et c'est vrai de toute amplification, qu'elle soit avec des transistors, en fait, avec des systèmes à l'état solide, ou avec des triodes, enfin des tubes, et on verra qu'il y a des régimes particuliers, en particulier celui du courant gris qui n'existe pas avec les transistors. Ce que l'on fait ici, c'est qu'on vient injecter un signal sinusoïdal qu'on vient superposer à une tension de polarisation de gris, ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'on va avoir une tension de gris. Si on a ici à 0 volts, on va venir, bon là c'est une 12AX7, donc pour l'heure, enfin si on veut prendre un exemple chiffré, on va être aux alentours de moins 1 volt, autour duquel on va venir injecter un signal alternatif, au moins dans la partie des tests. Alors, tout ce qu'on va dire dans les vidéos qui vont suivre, pour l'instant, on va considérer que ce signal est sinusoïdal, établi, et qu'il n'a pas de régime dans lequel, alors ça je vais essayer de le dessiner avec une autre couleur, par exemple en jaune, en aucun cas, dans ce que l'on va voir dans les vidéos suivantes, nous allons injecter un signal qui va dépasser, alors si comme ça, le 0 volt, ce qui aurait pour effet de rendre positive la cathode par rapport, pardon, la grille par rapport à la cathode, ce qui amènerait le tube dans un régime dit de courant gris. Ici, on est en courant gris. Pour l'instant, on ne fait pas travailler les tubes en courant gris. On verra que, quand on va passer à la partie réactive, il y a des avantages à faire travailler les tubes en courant gris. Pour l'instant, ce signal est toujours négatif. Alors, quelle est la valeur moyenne? Quelle est la tension moyenne de ce signal sur cette période? Sa tension moyenne, ici, c'est pareil, elle est égale à moins 1 volt. Sur cette période-là. Là, ça ne change rien avec ce qu'on a vu. La conséquence de ça, quelle est la conséquence, en fait, que cette tension de gris, ici, soit à une valeur moyenne nulle, ou égale à 1 volt, à moins 1 volt. La conséquence, c'est que le fait de polariser la triode ici, va générer un courant, ici, anodique. Et ce courant anodique va être à peu près constant. Et c'est la caractéristique même d'un amplificateur en classe A. Donc dans la prochaine vidéo, on va partir de ce que l'on vient de voir là, c'est-à-dire valeur efficace, valeur moyenne, pour déterminer courant de repos et rendement, et on va étudier les conséquences de ça sur un ampli résistif, et où on verra qu'un ampli résistif, il a un rendement maximum de 25%, qui d'ailleurs est inatteignable, et que quand on monte sur un transformateur, et ça sera probablement une surprise, le rendement d'un étage en classe A sur un transformateur, dans des conditions où on fait entrer les tubes en courant gris, peut atteindre, enfin, pourrait atteindre 50%. Et ça, c'est ce qu'on va étudier, parce qu'on va les retrouver sur les droites de charge. Pourquoi j'ai été obligé de passer par là dans cet épisode? Parce que quand on va dessiner sur les droites de charge les puissances, il y a un moment donné, c'est pas trivial d'expliquer pourquoi je vais vous introduire des variations de courant et de tension sur les droites de charge qui vous permettront de calculer, sans bien sûr faire toutes ces équations, la puissance attendue sur un étage. Donc on va s'occuper la prochaine fois de l'ampli résistif et de sa charge réactive. Et là on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on doit arbitrer pour pouvoir mettre correctement les points de polarisation à l'intérieur d'un ampli. A bientôt sur les ondes.